Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications. Alors, où que vous êtes, quand vous nous écoutez, on est content de savoir que vous êtes là. On a un sujet quand même qui est assez imposant aujourd'hui. Mon invité est une spécialiste de l'analyse du système politique américain. Elle est politologue et journaliste. Basée à Washington pendant près de 30 ans, Marie-Christine Bonzon a été journaliste à Voice of America, correspondante de la BBC. Elle a couvert les mandats de 5 présidents américains, George Bush père, Bill Clinton, Bush fils, Barack Obama et Donald Trump. Aujourd'hui, elle est en France, d'où elle décrypte la politique américaine et les politiques des États-Unis pour les médias français et internationaux, très occupée par les temps qui courent. Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous? Bonjour Gilles, ça va bien. Je dirais que je suis quasiment dans une forme olympique puisque je suis en France. Oui, absolument. Alors que la France, d'ailleurs, accueille les athlètes pour les Jeux olympiques. On pourrait presque dire, on pourrait faire des liens, on pourrait dire que la campagne présidentielle américaine a toutes les allures. D'abord d'une course à relais, ensuite d'une course qui est devenue à obstacles et dont les résultats sont tout sauf certains. Oui, en effet. Je dirais que toute campagne présidentielle américaine, c'est une épreuve athlétique. Oui. Pour les candidats d'abord. Faut quand même assurer pendant de nombreux mois. Et puis, c'est toujours aussi une campagne sujette à des rebondissements qui sont éprouvants à la fois pour les candidats et pour ceux qui suivent la campagne. Mais je dirais que celle-ci, en 2024, tient le pompon, c'est sûr. On a vous qui en avez couvert beaucoup, je sais que vous avez commencé très jeune, je ne vais pas vous vieillir, Marie-Christine, mais vous n'avez rien vu de tel dans votre carrière? Rien. Non. C'est une campagne actuellement sans précédent. Oui, j'ai vécu pas mal de campagnes présidentielles, 7 au total aux États-Unis, et certaines étaient passionnantes et historiques, il ne faut pas les diminuer. Je pense à ma toute première, 1992, c'était une année fantastique parce que pour la première fois, un candidat indépendant, c'est-à-dire un candidat qui n'était ni républicain ni démocrate, le dénommé Ross Perot, un milliardaire texan, avait réussi à semer le trouble entre le président sortant républicain George Herbert Bush, le Bush papa, le père Bush, et puis un tout nouveau sur la scène nationale américaine alors, le gouverneur démocrate de l'Arkansas, un petit État perdu dans le sud des États-Unis, Bill Clinton pour le Parti démocrate. Et en fait, Ross Perot avait fait le meilleur score qu'un candidat indépendant avait jamais vu, 19% des voix. L'an 2000, c'était pas mal non plus, puisqu'il a fallu aller jusqu'à la Cour suprême pour départager W. Bush, cette fois-ci, le fils de Papa Bush, et puis le candidat, l'ancien vice-président de Bill Clinton, Al Gore. Bien sûr, il y a eu 2008, avec la candidature historique et la victoire historique de Barack Obama, premier candidat et premier président américain à la peau noire, et puis 2016, avec un nouveau venu en politique, et cette fois-ci complètement indépendant des deux partis. Oui. Un homme d'affaires qui était démocrate quelques semaines avant, qui devient républicain, qui avait été indépendant, et qui s'appelle Donald Trump, et qui, alors là, secoue le cocotier au maximum, et remporte la victoire face à une Washingtonienne pur sucre, pur fruit, Hillary Clinton, quelqu'un qui connaissait les rouages de la politique américaine et du gouvernement américain, et qui, malgré tout, face à Trump, a perdu. D'ailleurs, ils étaient anciens amis. Il faut se rappeler que le couple Bill Clinton et le couple Trump étaient d'anciens amis. Donc oui, 2024, on est vraiment en terrain inconnu. On a un président sortant et candidat, Joe Biden, qui a dû se retirer. Ça ne vous aura pas échappé, Gilles. Non. Ça ne s'était jamais produit. En 68, oui, il y avait Lyndon Johnson, pas moi encore, qui couvrait à l'époque. J'étais encore trop jeune. Mais en 68, oui, le président démocrate Lyndon Johnson s'était retiré de la course sous la pression de la rue et de cette guerre du Vietnam où il venait d'accentuer la présence militaire américaine. Mais il l'avait fait bien avant les primaires. Tandis que là, on a Joe Biden qui, sous la pression extrême des apparatchiks du Parti démocrate, jette l'éponge essentiellement après
les primaires et à quelques semaines de la convention, c'est-à-dire du congrès d'investiture. Je dirais que c'est presque un mélange de 68 et puis de 74 qui s'est passé avec Joe Biden, c'est-à-dire 74, on a Richard Nixon, un président républicain, qui est empêtré dans le scandale de Watergate. Et là, à un moment donné, on a les apparatchiks du Parti républicain, c'est-à-dire les leaders, les dirigeants du Parti républicain au Congrès qui viennent voir le président Nixon à la Maison-Blanche en lui disant « Écoutez, là maintenant, il faut démissionner ». Donc là, il s'agissait d'une démission de son mandat. Mais je dirais que c'est un peu un mix, un mélange entre 68 et 74. Mais là, vraiment, on est en terrain inconnu. Aussi parce que Kamala Harris, elle prend la place encore non officiellement. Ça sera officiel à la convention, du moins elle l'espère, à partir du 19 août à Chicago. Mais bon, Kamala Harris, elle n'a jamais obtenu de suffrage en sa faveur. Elle n'est pas testée du tout aux urnes. Elle a été rejetée par le camp démocrate lors des primaires démocrates en 2020, face d'ailleurs à Joe Biden et d'autres candidats. Donc voilà, je dirais que ce qui se passe actuellement, c'était encore une nouvelle démonstration, Gilles, de cet échec, de cette faillite monumentale de ces deux grands partis, Parti démocrate et Parti républicain, qui ont cherché avec Joe Biden et Donald Trump à nous imposer et à imposer au peuple américain des candidats très impopulaires, des candidats rejetés par une large partie de l'électorat. Et aujourd'hui, on a Kamala Harris d'un côté et Donald Trump qui sont eux aussi très impopulaires. Je regardais les derniers développements. D'abord, si on avait voulu, Marie-Christine, je le dis à la blague maintenant, mais scripter ce qui s'est passé cette année, ça aurait été impossible qu'on soit même proche de la réalité, d'une part, et avoir les développements presque vaudevillesques de la campagne présidentielle américaine. On revient à l'adage qui dit en politique, une semaine, c'est une éternité. Mais là, ça a été en dedans de quelques semaines, la tentative d'assassinat suivie du retrait de Biden. Mais sur le retrait de Biden, juste là-dessus, Marie-Christine, est-ce qu'à votre avis, le coup de grâce a été donné quand les grands donateurs se sont retirés? Absolument. C'est là que ça se passe, hein? Oui. Et ça a été un véritable boycott, essentiellement. Les riches donateurs à Hollywood et ailleurs, parce qu'ils ne sont pas qu'à Hollywood pour le Parti démocrate, ils sont dans le monde de la finance, ils sont dans les compagnies d'assurance, à la Silicon Valley et ailleurs. Oui, quand les grands et riches donateurs ont essentiellement boycotté la campagne de Joe Biden et que, de l'aveu même d'ailleurs de la campagne de Joe Biden, le flot des dons en direction du président candidat s'était tari. C'est à ce moment-là que les choses ont véritablement tourné pour Joe Biden et quelques jours après, on a vu Joe Biden le 21 juillet annoncer qu'il jetait l'éponge. Mais tout avait commencé pour lui, en tout cas avec cet affreux débat, son affreuse et terrible performance et prestation lors du débat face à Trump le 27 juin. Diriez-vous qu'il y a eu un effet d'entraînement de George Clooney, un des premiers à s'élever, parce que lui, il soutient par son organisation, par le fait qu'il a animé des grands repas de dons. Il a été un des premiers à ouvertement dire si on veut gagner, il faut qu'il sorte. Je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un effet, George Clooney? Oui, la lettre ouverte de George Clooney, publiée donc dans le New York Times, si mon souvenir est bon, avait reçu essentiellement l'aval d'abord de Barack Obama, qui l'avait conseillé, et surtout qui ne lui avait pas déconseillé de la publier. Mais George Clooney, je dirais que c'est deux choses. C'est d'une part un riche donateur du Parti démocrate et depuis longtemps, mais surtout ce qu'il signalait là, c'est qu'il s'adressait à des gens encore plus riche que lui. Oui, c'est vrai. Lui, George Clooney. Il s'adressait à des gens encore plus riches que lui et c'est à ce moment-là, effectivement, quelques jours après qu'on a vu ce flot d'argent se tarir complètement, de l'aveu même du coprésident de la campagne Biden, qui n'est autre que Jeffrey Katzenberg, un nabab hollywoodien, producteur de cinéma, qui avait avoué effectivement que le flot s'était complètement tari. Dites-moi, si on parle de l'impact sur le vote de novembre, à ce moment-ci, c'est sûr que ça va changer, mais au moment où on se parle, donc fin juillet, début août, quel est le plus gros point tournant selon vous, Marie-Christine? Est-ce que c'est la tentative d'assassinat de Donald Trump ou encore l'arrivée surprise de Kamala Harris?
C'est dire si cette campagne est extraordinaire, Gilles, comme vous le disiez. Je dirais qu'en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'observateur, citoyen, etc., je veux dire, cette campagne s'est extraordinairement accélérée. Je veux dire, n'importe lequel de ces événements, que ce soit la condamnation de Trump par le tribunal de Manhattan, ça fait comme des siècles, ça apparaît être comme des siècles. Tout ça cette année, oui. Voilà, exactement. La très mauvaise prestation de Joe Biden au débat, oui. Effectivement, la tentative d'assassinat contre Donald Trump, l'abandon de Joe Biden et le choix de Kamala Harris par les apparatchiks du Parti démocrate pour remplacer Joe Biden, tout cela aurait suffi dans une campagne non extraordinaire à faire la une des journaux, la une des médias pendant des mois. Or là, ça s'est tellement accéléré qu'on passe de l'un à l'autre de ces événements extraordinaires et on tend à oublier ceux qui les ont précédés. Je dirais que les deux événements dont vous parliez, la tentative d'assassinat contre Trump, donc c'était le 13 juillet, et puis l'arrivée apparemment surprise de Kamala Harris, elle ne m'a pas surprise, mais bon, ces deux événements ont un caractère historique. C'est incontestable, tous les deux, et ils ont marqué au moins un tournant, on va dire, peut-être pas un grand tournant, mais un tournant dans la campagne. Je dirais que les deux événements sont liés, c'est-à-dire que c'est après la tentative d'assassinat contre Trump du 13 juillet que les pressions sont devenues intolérables et intenables pour Joe Biden. C'est à ce moment-là que les caciques du Parti démocrate ont accéléré la pression et intensifié la pression sur Biden pour qu'il se retire et sur son entourage, parce qu'ils ont eu peur que Trump ne bénéficie d'un élan de sympathie à la suite de la tentative d'attentat du 13 juillet. Donc les événements en question sont liés et ils vont continuer sans doute d'avoir un impact sur cette campagne, notamment la tentative d'assassinat contre Donald Trump, parce qu'il y a des enquêtes en cours, Gilles, sur cet événement quand même historique. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire américaine, malheureusement, qu'un président américain ou qu'un candidat à la présidence fasse l'objet d'une tentative d'assassinat, voire soit tué, mais enfin quand même ça ne se produit pas tous les jours. Donc il y a des enquêtes sur cet événement historique, et si ces enquêtes révèlent d'ici le scrutin du 5 novembre prochain une incompétence de la part de l'administration Biden-Harris, comme elle s'appelle elle-même d'ailleurs, l'administration Biden-Harris, si il est montré que il y avait des liens peut-être entre Thomas Crooks, ce jeune homme, qui a été tué donc par les francs-tireurs qui étaient postés sur un autre toit en Pennsylvanie à Butler le 13 juillet. Donc l'auteur de cet attentat, s'il y avait des liens entre lui et par exemple l'Iran, qui semble se dessiner actuellement avec de nouvelles révélations ces dernières heures, puisque l'Iran, et c'est avéré par le Secret Service, c'est-à-dire par la garde rapprochée des présidents et des candidats à la présidentielle, et par le FBI, avait fait peser une menace avérée contre Donald Trump avant le 13 juillet. Donc si les enquêtes révélaient qu'il y a eu des liens entre le tueur ou qui a tué un supporter de Donald Trump au passage, et on a blessé grièvement deux autres, et qui s'est attaqué à Donald Trump avec par exemple l'Iran, évidemment ça prendrait des proportions tout à fait différentes si cela arrivait avant le scrutin. Donc les deux événements sont très importants bien sûr, et les deux événements sont liés. Et si on apprenait aussi, je pense, Marie-Christine, que toute la garde qui doit s'occuper de M. Trump a levé les yeux, sachant qu'il y avait une menace, ou n'a pas été assez alerte, parce que déjà, on commence à dire qu'il y a des curiosités sur la protection de M. Trump qui ont été notées. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter également, Gilles, que les critiques envers le Secret Service émanent à la fois des républicains et des démocrates. Et voilà. Parce que, après tout, les hommes politiques américains, les responsables politiques américains, hommes ou femmes d'ailleurs, républicains et démocrates, savent bien que le Secret Service est là pour les protéger, quelle que soit leur couleur politique. Or, les failles évidentes, évidemment, du Secret Service pour protéger Donald Trump lors de cet événement électoral à Butler, en Pennsylvanie, le
13 juillet, sont dénoncés par les deux partis au Congrès qui mènent leur enquête, et cela a déjà mené à la démission de la directrice du Secret Service, Kimberly Cheatle, qui a donné une audience devant le Sénat tout à fait déplorable, dans laquelle elle n'a apporté aucune réponse et n'a fait que soulever plus de questions encore dans l'esprit des sénateurs et des députés républicains et démocrates. Elle est donc partie, mais elle avait été nommée par la garde rapprochée, si je puis dire, l'entourage très proche de Joe Biden, et même par sa femme, qui la connaissait personnellement. Donc, on voit que là, il y a des failles qui sont reconnues des deux camps, par les deux camps, et cette enquête va se poursuivre. Et comme je le disais, si quelque chose est révélé de très important qui soulignerait encore l'incompétence au-delà du Secret Service, du reste de l'administration à Biden-Harris, cela aurait une conséquence sur la candidature de Mme Harris, sans doute. Regardons les forces en présence. On peut dire maintenant, je pense, que les démocrates ont retrouvé le sourire. On peut dire ça? Ah, c'est même plus le sourire, c'est l'euphorie. C'est un soulagement. J'entendais hier la camélamanie. Alors, c'est la Kamalamania en anglais, exactement. Oui. La Kamalamania, et effectivement, il y a eu comme un espèce de ouf de soulagement général dans le camp démocrate à partir du moment où Biden a effectivement cédé aux pressions que j'évoquais tout à l'heure. Ça a été éprouvé par les partisans démocrates, bien sûr, et donc c'est quasiment l'euphorie en ce moment. D'ailleurs, même Kamala Harris dit qu'elle jouit en ce moment de ce qu'on appelle en anglais un momentum, c'est-à-dire une dynamique dans la campagne. Bon, voilà. C'est pas difficile d'apporter, je dirais, une espèce de fraîcheur à cette campagne du côté démocrate, parce que vu l'état de Joe Biden, tel qu'on l'a vu pour tout le monde maintenant et le monde entier le 27 juin, et avant et après pour ceux qui prêtaient attention, oui, c'est pas difficile d'être frais et d'être plus dynamique. Mais certainement, Kamala Harris apporte quelque chose que les démocrates attendaient depuis longtemps, c'est-à-dire une candidate qui va pouvoir se démarquer de l'image de Joe Biden. Cela dit, évidemment, son défi, c'est de se démarquer du bilan de Joe Biden, et ça va être très difficile puisqu'elle était sa vice-présidente. Et si on parle du grand public qui souvent ne suit pas la politique comme vous le faites et moi dans une moindre mesure, il faut comprendre que les gens, souvent, c'est la perception, l'image, le marketing. Elle n'est pas très connue, Mme Harris, pour le grand public. Alors, elle est connue, et c'est important, ça, ce taux de notoriété aux États-Unis. Vous avez raison d'en parler, parce que dans une présidentielle américaine, c'est déjà une bonne partie du chemin qui est effectué. Par exemple, si on pense à 2015-2016, la campagne présidentielle de 2015-2016, on avait deux candidats essentiellement connus à 150% par les Américains, c'est-à-dire Hillary Clinton d'un côté pour le camp démocrate et Donald Trump. Donald Trump était connu pas seulement parce qu'il était novice en politique, mais bien sûr par sa carrière en tant qu'homme d'affaires auparavant, auteur de livres sur le monde des affaires. Moi, j'écoutais The Apprentice, You're Fired. Et puis surtout, voilà, exactement. Et surtout, sa série télévisée, The Apprentice, bien sûr, sur NBC. Donc voilà, le taux de notoriété, c'est déjà quelque chose de très important. Alors effectivement, Kamala Harris est connue, mais elle n'est pas très, très connue. Et surtout, les Américains ne savent pas exactement qui est Kamala Harris, c'est-à-dire quelles sont ses positions, quel est son programme, ce en quel elle croit véritablement. Je pense que ça va être les républicains vont le rappeler puis ils vont choisir. Hein? On pense que une campagne présidentielle, oui, exactement. L'enjeu d'une campagne présidentielle, particulièrement à ce stade, puisqu'elle vient de changer dramatiquement cette campagne avec une nouvelle candidate du côté démocrate, ça ne s'était pas vu, comme je l'ai dit. L'enjeu essentiellement, c'est de définir l'adversaire. En tout cas, c'est ce qu'essaie de faire l'équipe de chaque campagne. Donc, les démocrates essaient de définir encore un peu plus Donald Trump, et Donald Trump et sa campagne vont essayer de définir maintenant cette nouvelle rivale qu'est Kamala Harris. Mais pour beaucoup d'Américains, elle reste quand même une énigme. Son parcours en Californie n'est pas très bien connu. Son bilan en tant que ministre de la Justice de l'État de Californie n'est pas très bien connu. Et puis ensuite, ce qu'elle a fait au sein de l'administration Biden n'est pas très connu.
elle a été jugée sévèrement par les Américains jusqu'à présent en tant que vice-présidente. Elle est encore plus impopulaire que Joe Biden, ou en tout cas elle l'était encore il y a quelques jours. Donc voilà, oui, elle est connue, son nom est connu, son prénom est connu maintenant puisqu'elle se présente comme Kamala. Et c'est ce qu'on joue d'ailleurs sur les affiches, hein, Kamala, on joue beaucoup le prénom. Exactement. Et donc, mais les Américains veulent en savoir plus sur ce qu'elle compte faire si elle était élue et les positions qu'elle a et les choses en lesquelles elle croit vraiment. Oui. Est-ce que vous pensez que le retrait, même s'il était prévisible, parce qu'on voyait M. Biden à chaque jour s'accrocher, on se disait ça se peut pas. D'ailleurs, tous les sondages ne parlaient pas de politique, ils parlaient uniquement des capacités ou de l'incapacité de M. Biden. Les gens ne pouvaient pas croire qu'on disait la vérité d'une certaine façon. Des démocrates disaient « Ah non, tout va bien ». Personne ne croyait ça, ou presque, aux États-Unis. C'était 75% des gens qui disaient « Voyons donc, il est trop vieux, il est plus capable de… » Ça a été long pour le public avant qu'on bouge. Oui, mais en fait, le public américain savait et était inquiet depuis très longtemps sur les problèmes cognitifs de M. Biden. Cela fait au moins 2 ans que les Américains disent et répètent aux sondeurs qu'ils sont inquiets, qu'ils ont peur de ce que pouvait donner M. Biden pour un deuxième mandat, vu son état, son acuité mentale, on va dire. Donc c'est quelque chose que les Américains savaient, qu'ils avaient vu. Il suffisait chaque semaine de suivre, par exemple, une rare apparition en public de M. Biden pour voir qu'il y avait des incidents qui, effectivement, pouvaient prêter à inquiétude. Donc ça, c'était quelque chose que le peuple américain savait déjà depuis longtemps et sur lequel ils exprimait une grande préoccupation. Est-ce que on parle de on dit que M. Biden, dans le fond, c'est une cible extraordinaire pour M. Trump. Est-ce que lui et les républicains sont un peu déstabilisés, parce qu'ils disent non, on n'est pas déstabilisés, mais il y a 2 éléments. Lui, il aime beaucoup attaquer. M. Trump, il donne pas dans la dentelle, on sait son style, mais là, il faut il marche sur des œufs avec la personne noire, avec la femme, parce qu'on connaît ses démêlés avec la justice, ça aussi très récent. Fait que ça ajoute à une partie politique folle. Oui, alors, le clan Trump a été déstabilisé, en tout cas dans les premiers jours de l'apparition de Kamala Harris, de son émergence en tant que remplaçante de Joe Biden, c'est évident. On vient de le dire, dans une campagne extraordinaire avec ce changement historique au sein d'un des 2 partis qui contrôlent la vie politique et électorale américaine. Et d'autant plus pour Donald Trump, parce que c'était l'un des piliers du message de sa campagne. C'était les problèmes cognitifs de Biden. Oui. Et donc, il y a eu un moment où le camp Trump a été déstabilisé, où il y a eu certaines remarques qui ont été faites, notamment par Trump, mais aussi par son colistier, donc candidat à la vice-présidence, c'est-à-dire J.D. Vance, qui ont montré qu'il y avait une certaine déstabilisation parce qu'il s'en prenait essentiellement à la personne de Kamala Harris. Donc il y a eu des signes maintenant qui montrent que la campagne retrouve son rythme, je dirais, et se refocalise son message. Et le message, ça va être quoi? Ça va être de la part de Trump et de J.D. Vance, ça va être d'associer Kamala Harris, d'une part, au bilan de Joe Biden, qui était son patron et dont elle a fait partie de ce gouvernement, y compris d'ailleurs l'aspect Kamala Harris savait que Joe Biden n'allait pas bien, mais elle l'a défendu jusqu'au bout en niant qu'il y avait un problème cognitif. Et puis, le deuxième aspect de la campagne de Trump, qui est en train de se recalibrer, il y a un recalibrage nécessaire, c'est évident, avec une nouvelle rivale, c'est d'essayer de faire de cette élection, toujours, comme il le faisait avec Biden, de l'élection un référendum sur Biden-Harris. Et puis également de présenter donc Kamala Harris comme ce qu'il appelle Donald Trump. Il a déjà commencé dans certains de ses rassemblements électoraux de ces derniers jours à la présenter comme ce qu'il appelle le San Francisco liberal, c'est-à-dire comme une personne de gauche sortant de San Francisco. Alors pourquoi s'attacher à San Francisco? D'une part parce que c'est vrai, elle est de San Francisco. On sait que sa maman enseignait à Berkeley, qui était d'origine de l'Inde. Sa maman, elle a rencontré son père qui était lui originaire de Jamaïque. Les deux étaient des universitaires, d'abord des étudiants
résidents étrangers installés aux États-Unis et puis ensuite des universitaires qui ont d'ailleurs, la maman ensuite continué, je crois, à Montréal. Elle a été enseignée à Montréal de nombreuses années. Bref, donc Kamala Harris, effectivement, a grandi à Oakland et puis à San Francisco. Et surtout, elle a démarré sa carrière politique à San Francisco. Or, San Francisco, pour les Américains, pour de nombreux Américains, et c'est vrai, objectivement, San Francisco est certainement la ville la plus à gauche du pays et la plus à gauche de Californie. Et déjà, la Californie est l'État le plus à gauche du pays. Donc, en stigmatisant Kamala Harris comme une gauchiste de San Francisco, pour traduire San Francisco Liberal, qui est le label que M. Trump applique à Mme Harris, c'est dire, écoutez, Kamala Harris, elle n'est pas quelqu'un qui va pouvoir unir le pays, elle n'est pas quelqu'un qui est ce que le peuple américain attend d'un président ou d'une présidente. Donc c'est comme ça que le message est en train de se recalibrer, si vous voulez, du côté du clan Trump. Les sondages nationaux ont montré un effet, depuis que Mme Harris est arrivée, il y a eu vraiment un effet, clairement, un resserrement significatif des intentions de vote. Est-ce que c'est une lune de miel qui va être circonstancielle ou on peut penser qu'il y a un effet qui peut durer? Vous allez me dire c'est impossible de deviner, mais est-ce que vous y voyez quelque chose qui est juste momentané? Alors d'abord, si on s'en tient aux chiffres, Gilles, si on regarde les sondages qui ont été faits ces derniers jours, alors bon, c'est simplement des premiers sondages, il va falloir qu'il y en ait d'autres pour qu'on ait vraiment une vision un peu plus claire. Mais oui, il y a un resserrement notable entre Trump et Harris. Parce que avant donc l'arrivée de Kamala Harris en tant que candidate, Trump avait creusé l'écart encore plus entre lui et Biden, surtout dans les États clés, c'est-à-dire ces États pivots, ces États dits indécis, mais qui en fait sont fluctuants plutôt qu'indécis, qui vont passer d'un camp à l'autre, si vous voulez, d'une année présidentielle à l'autre. Et ça avait créé la panique dans les rangs démocrates, quand vraiment cette tendance et cet écart s'était creusé dans les États clés. C'est la panique véritablement qui, avec la mauvaise prestation de Joe Biden au débat télévisé du 27 juin, a fait que M. Biden n'est plus le candidat officiel du Parti démocrate. Mais je dirais que s'il y a un resserrement notable entre Kamala Harris et Donald Trump, il n'y a pas de resserrement spectaculaire. Trump mène toujours, et au niveau national, et dans les États clés, sauf pour 2 États clés, le Michigan et le Wisconsin, où Kamala Harris est nettement remontée par rapport à la prestation effectuée par M. Biden dans ces 2 États, qui était d'ailleurs désastreuse. Donc oui, il y a un resserrement, notable mais pas spectaculaire. Oui, il y a une lune de miel. Mais cette lune de miel, il faudra voir dans les sondages qui vont venir si cette lune de miel va durer. Alors, ce qu'il faut noter avec Kamala Harris, c'est que ce qui peut alimenter son sursaut actuel, c'est non seulement la surprise de sa venue en tant que rival de Donald Trump, mais c'est aussi que bon nombre de démocrates, d'électeurs démocrates, avaient quitté Biden, notamment à cause de la guerre à Gaza. Le soutien à Israël de l'administration Biden-Harris. Et parfois, ils avaient quitté Biden pour rejoindre des candidats tiers, et il y en a plusieurs, hors candidats républicains et démocrates, peut-être Robert Kennedy Jr., peut-être la candidate du Parti des Verts, Jill Stein, et parfois pour rejoindre Donald Trump, notamment chez certains latinos et chez certains noirs américains, et les jeunes. Parmi les jeunes électeurs. Donc, elle récupère, si vous voulez, en ce moment, elle est en train de récupérer la base de la base qu'avait perdue Biden. Donc, c'est ce qui est en train de la booster dans les sondages. Mais est-ce que cela va suffire à convaincre? Est-ce que Kamala Harris va parvenir à convaincre, si vous voulez, durablement au-delà de la base démocrate, c'est-à-dire les indépendants et éventuellement les républicains modérés qui n'ont pas voté pour Trump et ne souhaitent pas revoter pour Trump ou voter pour Trump tout simplement. Ça, ce ne sont que les sondages qui vont venir, et surtout ensuite ce qui va se passer après la convention démocrate à la fin du mois d'août, qui pourra nous donner des indications là-dessus. Mais ça rend encore plus important, je pense, le choix de colistier ou du futur vice-président de Mme Harris, parce que elle va probablement
vouloir aller chercher des votes en ayant soit un gouverneur qui a des forces qu'elle n'a pas ou qui a des connaissances qu'elle n'a pas. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Shapiro. Je pense que c'est ça, Shapiro, c'est ça? Oui, Josh Shapiro, qui est le gouverneur de top 3 de ce qu'on dit, Pennsylvanie. top 3 d'impossibilité. Je me souviens pas de tous les prénoms, là, mais ça va être majeur, j'ai l'impression. Oui, d'habitude, le choix d'un colistier ou d'une colistière est essentiellement peu important. Mais là, ça va être différent. C'est l'un des aspects de cette campagne, effectivement, qui va être différent. C'est-à-dire que pour Kamala Harris, parce que, comme je le disais, elle n'a pas vraiment de base, puisqu'elle n'a pas été testée aux urnes. Quand elle s'est présentée en 2020, sur la scène nationale pour la campagne des présidentielles, elle a dû se retirer avant les primaires démocrates, tellement elle avait peu séduit dans son camp même. Elle avait très peu d'appui. Donc ça a été un désastre et donc, elle n'a pas véritablement de base à elle. Elle a la base de la base démocrate, certes, mais ça lui vient du Parti démocrate. Elle n'a pas de base à elle, contrairement, par exemple, à un Bill Clinton qui avait sa propre base, ou Barack Obama. Donc, il va falloir qu'elle choisisse un colistier ou une colistière, plus probablement ce qu'on voit maintenant, un colistier, qui puisse l'aider. Et donc, le choix de colistier va être particulièrement crucial et stratégique pour Kamala Harris. Les noms qui sont les plus prononcés actuellement et qui circulent le plus à Washington sont non seulement Josh Shapiro, mais celui-ci étant juif, semble désormais être descendu considérablement sur la liste des candidats comme colistier parce que l'aile gauche du Parti démocrate, qui est très anti-Israël en ce moment à cause de la guerre à Gaza, ne souhaite pas qu'il y ait un juif américain sur le ticket, comme on dit, le ticket démocrate. Donc il y a de fortes pressions sur Kamala Harris pour qu'elle ne choisisse pas Josh Shapiro émanant de l'extrême gauche, on va dire, du Parti démocrate. Par contre, il y a un nom qui est beaucoup plus en train de circuler actuellement, c'est celui du sénateur Mark Kelly. Alors Mark Kelly, on s'en souviendra parce qu'il a été astronaute. Oui, et voilà. Voilà. C'est une vedette nationale, un peu, là, d'une certaine façon. Alors oui, c'est un genre d'un héros à l'américaine, voilà. D'autant plus qu'il est sénateur de l'Arizona, un État qui est un État clé, qui est un État à la frontière du Mexique. Or, on sait que la crise migratoire historique qui s'y déroule à cette frontière-là est l'un des sujets les plus importants de cette campagne électorale, avec, aux yeux des Américains, parmi leurs préoccupations principales, avec l'économie et l'inflation. Et deuxièmement, il est marié à une députée démocrate, une ancienne députée démocrate, Gabby Giffords, qui, il y a quelques années, une dizaine d'années, avait été sérieusement blessée, gravement blessée par un jeune homme, si je me souviens bien, j'avais couvert cet événement, à la tête, donc elle a perdu une bonne partie de ses capacités physiques à la suite d'une agression à l'arme à feu. Et on le sait, du côté démocrate, le sujet des armes à feu est d'ailleurs ramené un petit peu en avant maintenant par Kamala Harris quand elle parle à ses électeurs, que ce soit en Pennsylvanie ou au Wisconsin, comme elle l'a fait ces dernières heures et ces derniers jours. Donc, Mark Kelly, peut-être aussi quelqu'un comme d'autres gouverneurs démocrates que Josh Shapiro, notamment, on commence à parler pas mal du gouverneur du Michigan, qui s'appelle Monsieur Peters, et qui, évidemment, est dans un État très, très disputé, mais dans un État surtout où sont très puissants à la fois les syndicats qui sont évidemment l'un des piliers de l'électorat démocrate, mais aussi où vit une communauté arabo-musulmane très importante et qui a montré son désaccord avec Joe Biden lors des primaires à propos toujours de la guerre à Gaza et du soutien à Israël. Le choix va être connu d'ici maximum 2 semaines, dans le fond? Il y a beaucoup de pression sur Kamala Harris et je pense qu'elle sait que c'est stratégique, ce choix, pour qu'elle choisisse son colistier ou sa colistière avant la convention. Hein, parce que le temps presse. La convention, je veux dire, c'est encore dans 2 semaines maintenant. C'est le 19 août. Or, le temps presse. Et effectivement, ce choix probablement interviendra dans les prochains jours. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, les forces et faiblesses des 2 candidats qui sont en liste. Commençons par Donald Trump. Quelles sont ses forces et ses atouts dans la course, les forces de M. Trump?
Alors, je dirais que dans ses forces, Gilles, il y a le fait d'être Donald Trump. Curieusement, hein, oui, parce que c'est aussi une de ses vulnérabilités essentielles, c'est d'être Donald Trump. Oui. On sait que Donald Trump suscite le mépris, voire la répulsion d'une bonne partie des Américains, quasiment la moitié des Américains. Bon, mais c'est aussi un de ses atouts d'être Trump. Pourquoi ? Parce que c'est un animal politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage et son bilan à la présidence des États-Unis pendant 4 ans. C'est un animal politique, un peu comme son ancien ami d'ailleurs, Bill Clinton. C'est quelqu'un qui aime serrer des mains, c'est quelqu'un qui aime faire des rassemblements électoraux, c'est quelqu'un qui aime le jeu de la politique. Hein. Donc être Trump, c'est un de ses atouts. L'autre atout, c'est qu'il est à la tête d'un mouvement, plutôt qu'à la tête, même au-delà qu'un parti. Hein. C'est pas seulement le parti républicain, c'est un mouvement véritablement. Et il est porté par un ras-le-bol très profond envers les élites qui a démarré bien avant lui, bien avant Trump. L'autre force, l'autre atout, si vous voulez, que Donald Trump a cette année, en 2024, c'est que maintenant, il a un bilan de président à faire valoir, alors qu'en 2016, il n'en avait pas, bien sûr. Il était nouveau en politique. Donc, on voit dans les sondages aujourd'hui que quand les Américains regardent le bilan du président Trump entre 2017 et 2021, comparé à celui de Joe Biden et de Kamala Harris à la présidence, à la Maison-Blanche, eh bien, on voit qu'avec le recul, beaucoup d'Américains ont changé d'avis sur le bilan de Trump et donnent une note beaucoup plus élevée à Donald Trump qu'ils ne lui donnaient en 2020 quand ils l'ont rejeté de la Maison-Blanche. Donc, et en ce moment, la plupart des Américains ont plus confiance en Donald Trump sur les préoccupations principales qu'ils ont, c'est-à-dire sur l'économie, sur l'inflation, sur l'immigration clandestine à la frontière sud et sur d'autres dossiers, y compris sur la politique étrangère. Hein, alors que la politique étrangère était censée être le point fort de monsieur Biden. Donc ça, c'est si vous voulez ça. Et puis je dirais que aussi, pour avoir suivi la campagne de Donald Trump en 2015-2016, je dirais que Donald Trump, l'un de ses atouts cette année, c'est qu'il est beaucoup plus stratégique qu'en 2020. C'est-à-dire que sa campagne actuelle évoque plus celle de 2016. Elle a plus le feeling de 2016 que celui de 2020. Sa campagne est plus, je dirais, disciplinée. C'est peut-être parce qu'il a une directrice de campagne extrêmement affûtée, en la personne de Susie Wiles, qui pourrait d'ailleurs devenir, s'il était élu, son chef de cabinet. C'est en tout cas la rumeur qui circule en ce moment à Washington. Et puis, stratégique dans son approche des États clés. Il est constamment sur le terrain. Même quand il devait être au tribunal de Manhattan, il s'arrangeait le week-end pour aller dans les États clés. Au Michigan, au Wisconsin, en Pennsylvanie, en Arizona, au Nevada, il était partout. Donc, il va continuer ça. Hein. Et on avait vu que ça avait fait une différence énorme en 2016. Madame Clinton a perdu l'élection. C'est-à-dire l'élection au collège électoral, c'est là où ça compte, dans les États. Elle l'a perdue parce qu'elle avait refusé de se rendre, elle avait pris le Wisconsin comme s'il était déjà dans sa poche. Elle ne s'était pas rendue une seule fois dans le Wisconsin. Trump était tout le temps dans le Wisconsin. Donc, son approche du terrain me fait penser à celle qu'il avait en 2016. Donc ça, c'est pour les atouts. Alors, pour les points de vulnérabilité, oui, je dirais être Trump, hein, parce que, voilà, il fait du Trump et donc il se rend totalement insupportable à une bonne partie des Américains. Bon, il y a son âge maintenant. Ça devient évidemment un problème parce qu'il a 78 ans. C'est pas un perdreau de l'année. et surtout comparé à Kamala Harris, parce que maintenant les démocrates peuvent dire écoutez, Joe Biden n'est plus candidat, Kamala Harris elle a 20 ans de moins que vous, il y a le 6 janvier 2021 qui reste évidemment comme l'image à propos de Trump que les Américains gardent en tête, c'est-à-dire le terrible assaut, la terrible invasion du Capitole à Washington par des partisans de Trump, avec des questionnements désormais et une peur sur l'engagement de Trump vis-à-vis des valeurs démocratiques. Il y a son bilan
Covid en 2020, avec les fameuses déclarations qu'il avait pu faire, qui avaient semblé un peu désinvoltes face à une épidémie, une pandémie extrêmement désastreuse pour les Américains. Et puis le fait, bien sûr, qu'il est très impopulaire. Alors, cela dit, moins impopulaire que Biden. Et pour le moment, ça pourrait changer, mais moins impopulaire que Kamala Harris. Parlons de Mme Harris, qui arrive, donc la nouvelle, entre guillemets, parce qu'elle était là depuis un petit bout de temps quand même. Sur quoi elle peut s'appuyer pour marquer des points, à votre avis? Alors, pour marquer des points, c'est l'effet de surprise. Ça ne va pas durer longtemps, bien sûr. Ça a déstabilisé, comme on le disait, pendant la fraîcheur, un bon moment. La nouveauté, peut-être un peu, elle arrive. Oui, la nouveauté, l'effet de surprise, voilà, déstabiliser le camp Trump. Bon, là, je pense que maintenant, il retrouve un peu son équilibre. Parce que le Mais temps c'est surtout file, le fait, c'est le fait qu'elle est plus jeune que Trump. Parce que l'âge et surtout les problèmes cognitifs de Biden avaient souligné les risques associés à l'âge. Même si M. Trump est généralement considéré par la majorité des Américains comme beaucoup plus dynamique que quelqu'un comme Biden, si vous voulez, il n'y a pas de comparaison, mais quand même, il y a quand même un risque associé, donc dans l'esprit de certains Américains, ça peut jouer. En la faveur de Kamala Harris, elle est femme, donc il y a un caractère aussi historique d'une éventuelle victoire de Mme Harris. Elle est métisse, à la peau noire. Je dis ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas africaine-américaine dans le sens de l'expérience d'un Africain-américain aux États-Unis, c'est-à-dire quelqu'un qui est issu donc de la population noire américaine, puisqu'elle a un papa qui venait de Jamaïque et une maman qui venait de l'Inde. Mais elle est métisse à la peau noire et donc il y a aussi un caractère historique d'une éventuelle victoire de Kamala Harris. Elle est télégénique, c'est important dans une campagne présidentielle américaine en particulier, et donc ça place Donald Trump un peu sur la sellette, parce que est-ce que Donald Trump, qui est connu pour beaucoup de choses sauf sa subtilité, est-ce que Donald Trump saura faire campagne, et J.D. Vance aussi d'ailleurs, saura faire campagne contre Kamala Harris avec une certaine délicatesse pour un sujet hypersensible, celui de la race et du sexe. Donc voilà un peu, si vous voulez, les atouts que Kamala Harris a aujourd'hui. Et évidemment, si elle est adoubée par la convention du Parti démocrate à partir du 19 août, évidemment, elle aura le soutien, je dirais, quasiment comme un seul homme de la base du Parti démocrate. Est-ce que vous pensez que, parce que vous en avez parlé dans des récents podcasts qu'on avait eu ensemble, des balados, vous aviez parlé de plusieurs électeurs américains désenchantés qui disaient « on n'ira pas voter ». Est-ce que vous pensez que l'arrivée d'une nouvelle dynamique peut amener des gens à s'inscrire puis de finalement dire « on va aller voter » parce que, excusez-moi ce que je vais dire là, mais j'ai l'impression à écouter les Américains qui ont comme l'impression que c'est leur nouveau téléroman là, qui se joue parce que ça bouge tellement, fait que les gens sont plus intéressés. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un effet dans cette dualité nouvelle, ce binôme nouveau? Oui, tout à fait. Tout à fait, ça peut avoir un effet parce que jusqu'à présent, les Américains ne s'intéressaient pas à la campagne entre Biden et Trump. Ils la trouvaient particulièrement ennuyeuse. Et c'était deux personnages impopulaires, particulièrement le président Biden. Donc il n'y avait pas d'enthousiasme certainement dans le camp démocrate. Aujourd'hui, il y a de l'enthousiasme dans le camp démocrate. On le voit et ça se répercute dans les sondages. Oui, alors les gens qui ne votent pas aux États-Unis, il faut en parler. Parce qu'on dit souvent qu'il y a deux Amériques. Moi, je dis souvent qu'il y a au moins trois Amériques, pas deux Amériques sur le plan électoral. Il y a les gens qui votent toujours pour le camp démocrate, toujours pour le camp républicain, un autre bloc. Et puis, vous avez les gens qui ne votent soit jamais, soit qui n'ont pas voté depuis longtemps, soit carrément qui ne sont pas inscrits et qui ne veulent pas s'inscrire sur les listes électorales parce qu'ils sont tellement détachés de cette élite politico-économique qui règne à Washington et New York notamment, qu'ils disent c'est pas des gens qui sont en rapport avec ma vie, ils sont complètement hors sol, etc. Donc je ne vote plus. Et ça représente quand même, bon an mal an, on l'a même vu en 2020 où il y avait eu quand même une participation record depuis 1919, ça représente quand même 40% de l'électorat qui ne vote pas. C'est énorme. C'est énorme par rapport au Canada, par rapport à des pays européens. Donc oui, cette nouveauté dans la campagne, ce caractère extraordinaire, historique de cette campagne avec ce changement au milieu du gué, si on peut dire, oui, ça peut effectivement amener des électeurs américains à se dire, bon, ça commence à devenir intéressant, on va se pencher un peu plus sur les candidats, etc. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. On sait que pour Trump,
qu'on connaît mieux sur le plan électoral que Kamala Harris, parce que comme je le dis, Kamala Harris, personne n'a jamais voté pour elle au niveau national essentiellement. On sait que pour Trump, il a certainement une réserve de voix, un réservoir de voix plus important parmi les non-votants, parmi les abstentionnistes essentiellement, ou ceux qui ne sont pas inscrits, qu'un candidat démocrate comme Biden. Cela dit, évidemment, c'est aussi une vulnérabilité pour Trump, parce que les non-votants, par définition, ils ne votent pas. Les inscrits ne sont pas inscrits, donc il faut faire un effort monumental pour aller les chercher, pour qu'ils s'inscrivent, et ensuite pour faire en sorte qu'ils votent. Donc, oui, ça pourrait jouer dans un sens ou dans l'autre, effectivement, mais certainement, cet enthousiasme, on va le voir un petit peu, c'est un peu comme un percolateur avec le café, on va le voir un peu se distiller dans les sondages dans les prochains jours. Revenons juste pour terminer. Kamala Harris, on a parlé des points qui pourraient être positifs. Quelles seraient ces grandes difficultés que vous voyez, vous, Marie-Christine? Alors moi, je crois qu'elle a plus de difficultés, voire de boulets que de points forts, si vous voulez, à ce stade de la campagne. Pourquoi? Alors, d'abord, il y a les circonstances de son apparition en tant que candidate du Parti démocrate. D'abord, il y a eu le retrait de Biden. Elle est arrivée très tard dans une campagne qui a commencé depuis 1 an et demi. C'est très tard dans la campagne, donc le temps qui lui est imparti en tant que candidate est très réduit, essentiellement moins de 3 mois maintenant. Et il n'y a toujours pas eu de vote en sa faveur. Elle n'est pas testée aux urnes. Donc ça, et elle n'a pas de base à elle, véritablement. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Elle n'est pas encore la candidate officielle, mais ça, je pense que 99,9%, ça va venir à la convention. C'est pas son plus gros problème. Mais le bilan de Kamala Harris au sein et du gouvernement dont elle a fait partie, c'est-à-dire celui de Joe Biden, ça, c'est un problème pour elle, et notamment parce que Joe Biden lui avait confié précisément le dossier de la crise migratoire à la frontière sud comme le seul dossier véritablement qu'il lui a confié pendant les 3 ans et demi de la présidence au jour où nous parlons. Donc elle va avoir des comptes à rendre au peuple américain et aux électeurs américains, non seulement sur le bilan de l'administration Biden-Harris, comme l'administration à Biden-Harris se présente. Monsieur Biden a insisté au tout début de sa présidence pour dire qu'on ne parlerait pas de l'administration Biden, il parlerait, lui, de l'administration Biden-Harris. Donc, évidemment, elle est associée, non seulement dans le nom, mais dans l'esprit des Américains, à ce qui s'est passé à la Maison-Blanche depuis que Monsieur Biden y est. Et deuxièmement, donc, elle va devoir défendre ce bilan, donc ça va être un petit peu un jeu d'équilibriste pour elle. Il faut qu'elle défende le bilan. Elle ne peut pas renier le bilan de ce qu'elle a fait avec M. Biden à la Maison-Blanche. Mais en même temps, on voit que depuis quelques heures, notamment dans ses déclarations de ces dernières heures, elle essaye de prendre ses distances avec la crise migratoire en disant « Oh ben non, après tout, non, je n'étais pas vraiment chargée du dossier de la frontière. » C'est faux. Elle a été chargée officiellement du dossier de la frontière. Et donc, le bilan de l'administration Biden-Harris sera le sien. Et par ailleurs, elle savait, comme je l'ai dit, elle connaissait les problèmes cognitifs de M. Biden. Il est impossible qu'elle n'ait pas su. Et donc, les Américains vont se poser la question de savoir si elle a participé à la tromperie qui a consisté pour le Parti démocrate, mais aussi pour l'entourage immédiat, familial, d'équipe de conseillers de Joe Biden, le Parti démocrate au sens large. Est-ce qu'elle a participé à la tromperie qui a consisté à faire passer M. Biden pour quelqu'un qui n'était pas, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'était pas en mesure à 100% ou à 150%, comme l'exige le peuple américain de tout président, de diriger le pays. Donc ça va être évidemment très important. Il y a son impopularité très grande qu'il faudra qu'elle surmonte, et aussi le fait qu'effectivement, objectivement, sur le plan politique, elle est plus à gauche que M. Biden, qui a toujours été un centriste jusqu'à ce qu'il arrive à la Maison-Blanche en 2021, puisqu'il a fait, M. Biden, un tournant un petit peu plus à gauche, alors qu'il était depuis 50 ans un centriste relativement traditionnel au sein du Parti démocrate. Marie-Christine, il faut parler du 4e pouvoir, son rôle dans la couverture de la politique américaine, particulièrement dans cette campagne présidentielle inaccoutumée. On a l'impression que le président en poste, Joe Biden, a été surprotégé par les démocrates et peut-être même les médias. Oui, on a cette impression, effectivement. Alors bon, par sa famille, par Jill Biden, par son épouse, par son équipe, par le Parti démocrate et par leurs alliés dans les médias. Donc, son état, son acuité mentale, si vous voulez, comme je le disais au début de l'émission,
inquiétait le peuple américain, on le voyait dans tous les sondages, inquiétait le peuple américain depuis au moins 2 ans. Il inquiétait même au sein du Parti démocrate, on l'a vu particulièrement depuis l'an dernier. Les électeurs démocrates se disaient inquiets de l'état de l'état de santé de monsieur Biden, mais jusqu'au débat du 27 juin, la Maison-Blanche, les responsables démocrates et de nombreux alliés qu'ils ont dans de nombreux médias tels que CNN, MSNBC, le New York Times, affirmaient que tout allait bien, que tout était OK, que M. Biden, en fait, était extrêmement sharp, comme on dit en anglais, c'est-à-dire très alerte, on va dire, et ce, juste avant le débat. Et donc, oui, c'est un problème. C'est un problème effectivement sur lequel effectivement il y a d'ailleurs déjà une enquête au Congrès sur le sujet pour essayer de déterminer effectivement si des comptes doivent être réglés effectivement et rendus au peuple américain sur cette manipulation de l'opinion. Est-ce que le « anybody but Trump » dans les médias américains est encore vrai, le tout sauf Trump, parce que c'est généralisé encore comme certains le disent? Oui, il y a un débat en ce moment là-dessus qui a été généré justement par le débat, la prestation désastreuse de M. Biden au débat du 27 juin. Il y a eu un débat qui s'est ouvert dans les médias, chez les journalistes américains, sur ce sujet. Et on l'avait vu déjà en 2020. On avait vu que M. Biden, incontestablement, a été et restera comme le président le moins scruté par la presse, par les médias américains, dans l'histoire des présidentielles américaines. En règle générale, traditionnellement, tout candidat, et particulièrement les 2 candidats des 2 partis qui dominent la vie politique américaine, sont scrutés d'extrêmement près par les journaux américains, par les télévisions et les radios américaines, qui essaient de voir où sont les faiblesses, où sont les potentiels scandales attachés à tel ou tel candidat. Ben Smith, qui est l'ancien critique média du New York Times, a dit d'ailleurs très récemment « Les patrons de presse étaient focalisés sur la menace existentielle représentée par Trump. C'est pour ça, d'après lui, qu'ils ne se sont pas... je dirais, intéressés de près aux problèmes cognitifs de Joe Biden. Oui, c'est un problème. Le tout sauf Trump avait déjà été utilisé en 2020, notamment avec l'affaire Hunter Biden, qui avait été révélée par le New York Post quelques semaines avant le scrutin, en octobre 2020, mais qui n'avait pas été reprise par les autres journaux. Au contraire, le New York Post avait été banni de Twitter, il avait été traité par le mépris par d'autres médias, la radio NPR, National Public Radio, avait même déclaré qu'elle ne traitait pas de sujets qui n'étaient pas de vrais sujets. Or, on s'est aperçu, depuis que M. Biden a été élu, qu'il y avait du vrai dans l'affaire Hunter Biden et qu'il y avait en tout cas matière pour des journalistes curieux. La curiosité était quand même un vilain défaut, mais en tout cas une qualité qui est associée au métier de journaliste, qu'il y avait là quand même des sujets qui auraient dû être suivis, notamment pour étudier les éventuelles ramifications des accords très juteux passés par Hunter Biden, le fils de Joe Biden, à l'étranger, notamment dans des pays comme la Chine, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, de savoir s'il y avait des ramifications vers le candidat Biden d'abord en 2020, puis ensuite le président Biden en 2021. Donc oui, le tout sauf Trump a joué en 2020. Il est fort probable, comme le disent d'ailleurs d'anciens rédacteurs en chef du New York Times actuellement, qu'il a joué également le tout sauf Trump en faveur, je dirais, de nombreux médias américains en train d'ignorer les problèmes d'acuité mentale de M. Biden. Il faut parler de la technologie en 2024. Étant ce qu'elle est, l'intelligence artificielle qui va rien simplifier, on est d'accord, on doit s'attendre à beaucoup d'extraits d'opinion émises dans le passé, des montages audio, retours sur des vidéos, authentiques ou non, il faut le mentionner, publicité virulente. Et on a vu même dans le débat, quand les gens ont ressorti les faits et les mensonges, il y en avait particulièrement M. Trump. M. Trump était à la hauteur avec 31 mensonges, je pense, dans le débat. Mais je ne sais pas ce que les gens retiennent, mais ce qui devient compliqué, Marie-Christine, c'est de démêler le vrai du faux. Certains disent même, on va voir dans cette campagne qui ment le mieux. C'est un peu ironique, là, mais...
Bon, alors je ne sais pas si je vais faire des nouvelles là, aujourd'hui dans cette émission, mais les hommes politiques sont un peu coutumiers du fait de mentir, ou en tout cas de déguiser ou d'embellir certains faits. Mais bon, oui, tous les moyens sont bons dans une campagne présidentielle, en particulier aux États-Unis, pour faire campagne. Et aujourd'hui, effectivement, les montages audio, vidéo, tout ça existait déjà depuis très longtemps. Mais maintenant, effectivement, on a des technologies encore plus pointues. On a l'intelligence artificielle. Il est à noter d'ailleurs que très récemment, ces derniers jours, on a vu circuler sur les réseaux sociaux une vidéo faite avec l'intelligence artificielle et une voix créée par l'intelligence artificielle de Kamala Harris, qui a été reprise, cette vidéo, par Elon Musk. Et évidemment, Elon Musk ayant tellement de suivants, de followers sur son réseau désormais baptisé X, que cette vidéo a été vue quasiment instantanément par des dizaines de millions d'Américains, et même au-delà, bien sûr, des États-Unis. Il faut s'attendre à, effectivement, d'abord, une campagne présidentielle très acrimonieuse. On l'a déjà vécu depuis 1 an et demi, car après tout, cette campagne a démarré quand Donald Trump s'est déclaré candidat à un 2e mandat juste après les élections de mi-mandat de novembre 2022. Puis en avril 2023, le président Biden s'est déclaré officiellement candidat à un 2e mandat. Donc vous voyez qu'on est dans une campagne présidentielle qui est la plus longue de l'histoire des présidentielles. Et donc elle vient de changer d'une manière assez spectaculaire avec le retrait de M. Biden et son remplacement par Kamala Harris, mais elle va rester assez traditionnelle dans le sens où on va être dans l'acrimonie, on va être dans les attaques personnelles de part et d'autre, que les deux camps, démocrates et républicains, ne vont rien se lâcher, rien s'épargner, et que tous les moyens seront bons, y compris justement des moyens technologiques particulièrement pointus. Je terminerai en vous parlant d'une crainte que les Américains ont évoquée à plusieurs reprises, entre autres récemment. M. Trump s'est présenté comme le sauveur des États-Unis, rien de moins, se disant connecté à Dieu plus que jamais, parce qu'il y a des gains à faire là aussi. La crainte de certaines personnes, c'est que peu importe le résultat, on a encore des échauffourées, pour ne pas dire plus, des émeutes ou autres. Peu importe le résultat, que si on n'est pas satisfait. Donc, cette crainte-là, est-ce que vous pensez qu'elle est justifiée? Oui, bien sûr, et de part et d'autre. Parce qu'on a Trump, mais on a aussi Biden, et maintenant on a Kamala Harris, qui se présentent tous comme les meilleurs défenseurs de la démocratie aux États-Unis, et tous comme les sauveurs des États-Unis. Après tout, M. Biden, son grand mantra, pour reprendre ce terme, a toujours été, depuis 2020, qu'il veut sauver l'âme de l'Amérique, the soul of the nation. De part et d'autre, démocrates et républicains et leurs candidats actuels se présentent comme les meilleurs défenseurs de la démocratie. Et évidemment, on présente le camp d'en face comme la plus grande menace contre la démocratie qui a jamais existé. Bon, en 2016, avant même l'élection de Donald Trump, en ce qui concerne les réactions et votre question, Gilles, les manifestations et les appels à la destitution de Trump émanaient des partisans démocrates. Et quelques semaines après l'entrée de Trump à la Maison-Blanche, en 2017, c'est un supporter démocrate de Bernie Sanders qui avait fait feu sur des élus républicains s'ils s'entraînaient pour un match de football. Le match de football du Congrès, en Virginie, juste de l'autre côté du Potomac, à Alexandria, mon ancienne ville de résidence, après Washington, qui a tiré, donc ce supporter démocrate de Bernie Sanders, a fait feu sur ces élus républicains, faisant plusieurs blessés, dont un blessé très grave, Steve Scalise, qui a nécessité une bonne dizaine d'opérations chirurgicales pour se remettre et qui est aujourd'hui à la Chambre des représentants. En 2021, on a la journée du 6 janvier 2021, avec l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump. En 2024, le 13 juillet, il y a à peine quelques jours, ça paraît un siècle, mais bon, c'est Trump qui a été visé par une tentative d'attentat. Oui, la société américaine est intrinsèquement violente, et ça depuis la création quasiment des États-Unis, mais ça ne veut pas dire que tous les Américains sont violents, et ça ne veut pas dire non plus que les Américains laisseront passer de nouveaux actes de violence s'il y en a. S'il y a une victoire de M. Trump ou s'il y a une victoire de Mme Harris. Les Américains sont attachés à leur démocratie. Ils veulent d'abord que les médias fassent leur travail. Les médias américains fassent leur travail pendant cette campagne. Ils croient encore aux médias. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils croient encore c'est une très bonne nouvelle.
Oui, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Tous les sondages le montrent, et encore un récemment qui disait que 84% des Américains considèrent que le rôle essentiel des médias dans la démocratie, c'est essentiel, c'est important, et ils souhaitent que ce rôle s'exerce, y compris dans cette campagne actuelle. Et bon, en ce moment, les Américains n'ont pas confiance dans les médias. 68% disent qu'ils n'ont pas confiance dans les médias et dans l'information qu'ils fournissent, mais ils croient dans le rôle important et crucial même de leur point de vue des médias dans la démocratie américaine, et ils sont attachés à la démocratie. Donc je pense qu'il faut un sursaut d'abord de la part des médias américains, qui ont un rôle très important à jouer cette année dans cette campagne, dans toute campagne présidentielle américaine, pour scruter les candidats. Et par ailleurs, il y a un rôle des médias, mais aussi des deux grands partis, pour faire en sorte que la rhétorique ne soit pas aussi enflammée qu'elle l'a été jusqu'à présent. Ces deux partis, qui sont des partis essentiellement en déclin aujourd'hui, après tout, à peine 25% des Américains chacun, 25% se considèrent comme républicains, 25% se considèrent comme démocrates. Le reste se considère comme indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne se considèrent ni comme républicains ni comme démocrates. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire américaine, en tout cas moderne, de voir des chiffres aussi bas. Donc ces deux partis sont en déclin, le Parti démocrate et le Parti républicain. Et c'est pourquoi ils ont attisé la rhétorique, attisé les insultes, attiser les attaques personnelles, attiser cette rhétorique de fin de monde. Si l'autre est élu, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît, c'est la fin de la démocratie. Ils ont besoin de cette rhétorique enflammée pour mobiliser d'abord leur base et essayer de mobiliser le reste, c'est-à-dire les indépendants, les modérés et ceux qui ne votent pas. Et donc, ils ont joué un rôle délétère dans la démocratie américaine, le Parti démocrate et le Parti républicain, particulièrement depuis les années 90, on va dire, où cette rhétorique enflammée a commencé à naître, au fur et à mesure où ils perdaient pied vis-à-vis de l'opinion publique américaine, comme je viens de le dire. Donc ils ont un rôle très important, ces deux partis, pour essayer de relancer la démocratie dont ils parlent quasiment tous les jours. Il faut la sauver, eh bien, qu'ils commencent par agir, effectivement. Oui. Et puis ensuite, les médias américains doivent faire leur travail, et le peuple américain doit également faire son travail. C'est-à-dire que si le peuple américain désavoue ces deux partis, comme il le fait dans les sondages, ils doivent le montrer aussi aux urnes. Je sais que le système politique américain ne facilite pas. Tout est fait dans ce système politique électoral américain. Il a été forgé par les deux partis dont je viens de parler, le Parti démocrate et le Parti républicain. Ils ont forgé là un système électoral qui leur profite, qui les avantage par rapport à des candidats indépendants, par rapport à des candidats de petits partis, et il y en a dans cette campagne. Eh bien, il revient au peuple américain, je dirais, de mettre en accord son désir de changement, qu'il exprime très clairement dans les sondages, de ras-le-bol vis-à-vis de ces deux grands partis, de mettre en accord ce souhait, cette aspiration, avec son vote, et d'être des acteurs de changement. Donc ça, c'est un petit peu le défi qui se pose au peuple américain, et puis il y a le défi qui se pose aux deux grands partis qui ont amené le peuple américain quasiment jusqu'au bord du précipice. Je veux dire, la tentative d'assassinat contre Donald Trump aurait pu extrêmement mal tourner. Oui. Elle a déjà très mal tourné pour le malheureux homme qui est mort, et pour les deux qui ont été gravement blessés, mais elle aurait pu très très mal tourner. Et là, on était carrément au précipice. On était à quelques centimètres, exactement. littéralement. Exactement. On est au bord du gouffre. Oui, effectivement. Au bord du gouffre. Alors, et donc, le peuple américain s'attend à ce que leurs responsables politiques et ceux qui représentent ces deux partis qui ont forgé ce système et qui ont attisé les flammes de la colère, les flammes de la haine, s'attendent à ce que ces deux partis fassent preuve de responsabilité dans leur comportement. Il faudra voir, mais c'est pas terminé. Ça se peut qu'on se reparle. Merci beaucoup, Marie-Christine. Votre éclairage est fantastique. Au revoir. Merci, Gilles.